Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à l'Unirevcité, la deuxième édition de l'Unirevcité. Alors dans des conditions un petit peu particulières, comme vous avez pu le constater. En tout cas, on vous remercie vraiment d'être là, si nombreuses, malgré les circonstances justement. Ça tombe bien puisque le premier thème, cette première conférence a pour thème la lutte contre le fascisme et contre le capitalisme, quand même directement lié avec ce qui se passe, puisqu'on sait qu'aujourd'hui les agriculteurs qui nous menacent et nous intimident et tentent de perturber cet événement sont membres en partie des jeunes agriculteurs et de la FNSEA, qui donc défendent une agriculture intensive. Alors aujourd'hui, pour inaugurer cet événement, j'ai vraiment le plaisir et l'honneur d'accueillir donc Aymeric Caron, président fondateur de la REV, donc notre parti politique qui organise aujourd'hui nos universités d'été et qui est député de Paris. Merci Aymeric d'être là. Et puis Philippe Poutou, qui est membre de la direction du parti NPA, l'anticapitaliste, qui est conseiller municipal de Bordeaux. On est super heureux de te recevoir cette année, on te remercie beaucoup. Alors, entre le NPA et la REV, on a des proximités, on a aussi des divergences, mais on a beaucoup de combats qui nous rapprochent, dont justement l'anticapitalisme et l'antifascisme, qui sont des valeurs fondamentales, en tout cas à la REV et aussi au NPA. C'est pour ça donc qu'on vous a invité pour intervenir sur cette question. Je peux dire Bien sûr, bien sûr. Excusez-moi, juste un petit mot pour vous dire bonjour avant qu'on rentre vraiment dans le débat. C'est vrai que c'est la première conférence, discussion qui ouvre ces deuxièmes Unirevcités. D'abord un mot particulier pour Philippe, merci d'être là et d'être donc l'invité qui ouvre cette deuxième Unirevcité. Je suis vraiment très très heureux de ça parce qu'il y a des proximités entre le NPA et la REV, on aura peut-être l'occasion d'en reparler pendant ces 3 jours. On en a aussi parlé un tout petit peu tout à l'heure pendant le petit temps où on a attendu, parce qu'on attendait avant de venir, parce qu'on ne savait pas ce qui allait se passer. On nous disait faites attention, ils vont vous enlever, ils vont vous tirer dessus. Non, mais c'est vrai, on était dans un café, parce que... Oui, on ne savait pas comment ça... Donc, on attendait de savoir exactement comment on allait être mangé. Bref, on discutait un petit peu, effectivement, de tout l'intérêt qu'on avait à dialoguer encore davantage avec le NPA, et peut-être à envisager des choses communes pour la suite, mais ce n'est pas l'objet de notre table ronde. Et je voulais quand même aussi signaler que parmi... les avantages d'avoir Philippe avec nous aujourd'hui, c'est que Philippe est quand même, à mes yeux, la personne qui a sorti la plus belle punchline qui n'a jamais été sortie à des candidats d'une campagne présidentielle. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais c'est un moment mythique, gravé maintenant dans l'histoire politique et télévisuelle française. Donc encore bravo pour ça, Philippe. Et juste un tout petit mot général, mais j'en termine là-dessus. Un grand merci à vous d'être là. Je découvre l'endroit, c'est toutes les équipes de la REV qui ont préparé ces deuxièmes Unirevcités, dont Azelma, dont Victor, qui est peut-être pas très loin, où il est en train de... C'est un travail énorme qui est mené par nos équipes. Juste en 2 mots, ce mouvement, la révolution écologique pour le vivant, existe depuis maintenant bientôt 6 ans. 6 ans. On est parti de rien, de quelques personnes dans une salle, en se disant mais si on faisait un nouveau parti d'écologie, cette fois-ci d'écologie radicale, un parti qui mette en avant la question des droits du vivant et des droits des animaux en particulier, ça n'existe pas, c'est un vrai manque dans le débat public français. Franchement, j'aurais pas imaginé à l'époque que 5 ou 6 ans plus tard, on aurait effectivement un poste de député, on aurait un rendez-vous annuel comme celui-ci, c'est la 2e édition, où vous êtes si nombreux, parce que je sais qu'il y a déjà beaucoup plus de participants que l'an dernier. L'an dernier, c'était déjà un beau succès. Quand je vois cette salle qui est pleine, je me dis que c'est quand même extraordinaire. Et pour moi, c'est néanmoins encore le début. On a encore beaucoup de choses à faire à la REV. On n'a pas encore développé tout notre potentiel politique. Et c'est le travail que nous allons devoir faire, notamment dans l'année qui vient. Mais tout ça, on aura aussi l'occasion d'en reparler. Mais voilà,
C'était juste un tout petit préambule pour vous remercier tous d'être là et pour vous souhaiter merci d'avoir fait le déplacement et de très belles universités. Merci. Alors, parce qu'on a pris un petit peu de retard et que ensuite on a d'autres conférences et une soirée aussi, un spectacle ce soir, on va essayer de peut-être écourter un tout petit peu la conférence, mais on va quand même aborder ce qu'on avait prévu d'aborder en fonction aussi des discussions, évidemment. Et puis, si on peut avoir un temps d'échange à la fin, ça serait génial, on va essayer. On avait pensé déjà rebondir sur l'actualité, puisque donc, le thème c'est antifascisme, anticapitalisme, des combats pour le vivant. Aujourd'hui, ces thématiques-là résonnent énormément avec l'actualité. Alors, on ne l'imaginait pas à ce point-là quand on a imaginé le programme de l'Université, mais avec les 2 dernières élections, avec l'extrême droite en tête des voix, avec aussi la montée de l'extrême droite aussi dans les médias, les ratonnades à Lyon, à Rennes, etc. Et puis le capitalisme, évidemment, les multinationales qui s'enrichissent de plus en plus, Bernard Arnault, tous ces multimilliardaires qui pillent à la fois les richesses et la planète. Ce sont des thèmes qui résonnent plus que jamais dans l'actualité. Alors, mes premières questions pour lancer le débat et les discussions, c'est justement ces luttes-là, semblent actuelles, mais quelle est votre analyse à vous deux en tant que, finalement, dirigeants de partis politiques pour lesquels ces luttes sont des valeurs fondatrices? Et quels sont les enjeux actuels, en fait, de ces luttes? Philippe, tu veux commencer? Bon, d'abord, je réagis sur le mot conférence, j'ai toujours du mal avec ça. Je me sens pas capable de faire des conférences et donc c'est juste une histoire de mots, de ce qu'on y met derrière. Et l'idée, c'était, moi, ce qui m'apparaît important, ou ce qui nous apparaît important en tant que militants, c'est d'avoir des échanges entre organisations différentes, donc entre militants d'organisations différentes. Et c'est vrai que moi, ce qui fait que j'ai accepté de venir, c'était cette envie de se retrouver comme ça et puis de confronter des idées en sachant qu'on est très proches, en fait, sur beaucoup de sujets. Et peut-être la grosse différence qu'on peut avoir, la première, je verrai, qui est assez importante, c'est que Aymeric a été élu au premier tour quand il se présente à l'élection législative, et que moi, même au deuxième tour, je suis banané, quoi, dans l'Aude, quoi. Par un candidat facho, en plus, c'est presque vexant. Voilà. Mais donc, vous voyez la différence déjà. Peut-être, ouais, peut-être. C'est vrai que c'est quand même un endroit particulier, même si l'Aude, c'est une chouette région et c'est aussi une terre historiquement de gauche, malheureusement. Mais là, c'est là où on discute de ça aujourd'hui. C'est ce qui est très inquiétant dans la situation actuelle, c'est comment cette idéologie d'extrême droite réactionnaire et même avec une certaine forme de violence politique, elle a pu s'implanter, s'installer, et, y compris dans des endroits où on ne comprend pas pourquoi, et puis dans des populations qui sont en plus historiquement de gauche, avec même un passé de lutte sociale importante. C'est le cas de l'Aude, mais c'est le cas d'autres régions. Donc il y a un côté incompréhensible dans la situation actuelle. Après, ce qui renforce l'inquiétude de la situation, c'est que c'est pas qu'en France qu'on est confronté à plus qu'une montée de l'extrême droite et des idées fascisantes. C'est quelque chose qui est planétaire, en fait. C'est tous les continents sont touchés. Parce que là, on peut parler de la violence politique, mais les États-Unis, l'Argentine, le Brésil, pour parler du continent américain. Mais on voit aussi en Afrique, en Asie, des régimes qui sont pas forcément par définition d'extrême droite, mais en tout cas très autoritaires, dictatoriaux. On le voit avec Poutine. On le voit aussi aujourd'hui, malheureusement, dans l'ensemble de l'Europe, qui est un continent riche, mais qui aussi subit des dérives très autoritaires. C'est l'Italie avec un gouvernement d'extrême droite. C'est les Pays-Bas avec une extrême droite qui est quasi majoritaire. C'est les pays nordiques comme la Suède qui sont aussi en train de vivre une montée extraordinaire de l'extrême droite. Et puis donc la France qui baigne dans une ambiance d'extrême droite, mais même là aussi la définition de l'extrême droite, c'est pas juste le RN avec Reconquête, c'est aussi dans le macronisme, c'est aussi dans l'appareil d'État où on voit cette idéologie d'extrême droite qui est en lien avec le colonialisme, l'idée coloniale, raciste et xénophobe. Donc voilà, on voit qu'on est quand même bien empêtré là-dedans et que ça paraît quand même difficile à court terme d'envisager de se sortir de ça et d'arriver à respirer vraiment. Donc ça, c'est le côté qui est quand même très inquiétant. Et alors, il y a besoin évidemment de discuter ça, de comprendre.
Et c'est quoi le coup c'est les agriculteurs qui font voilà. Alors, ben, c'est bien, ça met l'ambiance. Mais même ce qui se passe aujourd'hui, c'est une traduction de cette ambiance politique violente et profondément réactionnaire. Et on n'est pas dans le fascisme, mais c'est là où il faut voir comment on discute de la question de l'extrême droite, des idées réactionnaires et de l'idée fasciste. Mais ceci dit, à partir du moment où des groupes politiques ou des groupes sociaux se sentent capables de faire ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire de tenter d'empêcher ou de perturber une initiative politique de gauche, on peut penser qu'on est dans des approches de méthodes fascisantes, hein, qui sont celles d'intimidation, de pression, et donc pas juste de violence verbale, mais ça peut être aussi de la violence physique, et donc d'empêcher la libre expression d'autres idées. Et donc là, on est véritablement dans ce contexte-là. Donc c'est bien de débattre avec cette illustration-là. On l'avait déjà vu avec le mouvement des agriculteurs, hein, qui est quand même bien, malheureusement, imprégné de cette idéologie violente et d'extrême droite. Heureusement, il y a aussi toute une partie des agriculteurs qui sont sur d'autres idées, et notamment de la remise en cause du système productiviste et intensif et du modèle agricole capitaliste. Mais ceci dit, malheureusement, ce qui est majoritaire aujourd'hui, ça reste quand même plutôt des courants de droite et d'extrême droite. Donc voilà, donc je veux pas être trop long parce que l'idée c'est de discuter, mais ça c'est le décor qu'on peut planter, quoi. C'est que voilà, on est dans cette ambiance. Et là, je finirai sur une idée. Mais je suppose qu'elle est partagée là, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que la montée des idées d'extrême droite ou la montée du fascisme, c'est pas juste une histoire morale, c'est pas juste qu'aujourd'hui il y aurait des racistes ou des méchants et des antidémocrates qui surgiraient comme ça. C'est à mettre en lien évidemment avec l'approfondissement de la crise du monde capitaliste. Et plus cette crise devient violente, avec les inégalités sociales, les injustices sociales, avec la pauvreté, la précarité, la misère, et on voit que c'est sur ce terrain-là que se développent les idées d'extrême droite, les idées aussi individualiste et la haine des autres ou la méfiance ou la peur des autres, parce qu'en fait c'est de plus en plus le chacun pour soi, c'est une concurrence qui est exacerbée au sein des populations, notamment dans les milieux populaires, et on voit que l'extrême droite se nourrit de tout ça, et je finis sur cette idée que cette extrême droite-là, elle est en lien avec les possédants, la classe qui dirige la société, parce qu'on voit bien aussi qu'à un moment donné, c'est l'extrême droite qui peut assurer l'ordre tel qu'il est, l'ordre capitaliste, l'ordre injuste, l'ordre des dominants. Et on voit comment tout ça, ça se tient. Et ce qui ajoute à notre difficulté aujourd'hui à nous de pouvoir combattre ces idées-là et de pouvoir inverser le rapport de force. Tu as fait une transition magnifique. Parce qu'en fait, on voulait aborder aussi à un moment donné dans cette discussion les liens entre justement le fascisme et le capitalisme. Parce que souvent on les met ensemble, en tout cas dans nos combats à gauche, et c'est hyper intéressant. Et Aymeric, est-ce que tu peux réagir peut-être sur ce qui se passe dans l'actualité avec ces deux fléaux, et en quoi tu peux faire le lien, toi, entre ces deux luttes aussi? Il n'y a pas de lien naturel, on va dire, entre le fascisme et le capitalisme. Si on s'intéresse à la définition du capitalisme originel, qui, lui, n'a rien de fasciste. Si on reprend le capitalisme dans sa tradition protestante, qui était à sa naissance, à sa création, qui n'était pas un capitalisme d'accumulation, qui n'était pas un capitalisme de prédation. Donc je pense que si on veut faire le lien, il faut s'intéresser aux formes nouvelles, actuelles, récentes, en tout cas au XXe siècle du capitalisme. Et c'est vrai qu'on a vu que le monde capitalistique, avant la Seconde Guerre mondiale, avait déjà fait le choix d'accepter le fascisme pour ses propres intérêts, et on voit très bien qu'aujourd'hui c'est en train de recommencer. Alors le mot fascisme, il faut toujours l'utiliser avec beaucoup de précaution, parce qu'on a peut-être parfois tendance à dire fasciste, fascisme un petit peu trop facilement, mais si aujourd'hui on l'utilise en disant que le fascisme est en train de revenir, si moi je l'utilise ce mot, c'est parce que je l'assume complètement. Alors qu'est-ce que le fascisme? Là, il faudrait qu'on fasse une conférence là-dessus. Il y a Umberto Eco, par exemple, qui propose une définition avec, je crois que lui, il a 9 critères du fascisme. Et on va constater qu'il y a des mouvements comme le mouvement de Zemmour qui remplit tous ces critères. Donc, nous n'avons pas basculé encore dans une société à nouveau fasciste, mais là, il avance doucement, il rampe. Et on voit qu'il est relégué par la Macronie, notamment, avec cette extraordinaire ironie que Macron a été élu 2 fois au prétexte qu'il était censé protéger les Françaises et les Français de l'extrême droite.
Alors non seulement il ne l'a pas fait, puisque l'extrême droite a encore monté sous son premier quinquennat et depuis 2 ans, mais en plus de ça, il a validé lui-même, dans ses discours ou dans les lois qu'il a fait passer, il a validé les discours de l'extrême droite. La loi immigration, par exemple, mais on pourrait parler d'un certain nombre d'autres sujets. Et puis, il a fait un choix très clair. Lorsqu'il dissout, le soir des européennes, il fait le choix de mettre l'extrême droite au pouvoir. Il est certain que l'extrême droite va gagner, c'est ce que disent les européennes. Il ne s'attendait absolument pas à ce que les forces de gauche et d'écologie, qui étaient un petit peu en froid depuis quelques mois, en ayant acté la fin de la NUPES, il ne s'attendait pas du tout à ce que ces forces se réunissent à nouveau en quelques jours en disant on va faire une autre NUPES, on va appeler ça le nouveau Front Populaire, et on part ensemble aux législatives. C'était bien évidemment ce qu'il fallait faire. Et heureusement qu'il y a eu cette réaction de tous les dirigeants des mouvements de la gauche et de l'écologie, mais ce n'était pas du tout prévu, et c'est pour ça qu'on est dans cette situation d'attente aujourd'hui d'un nouveau gouvernement, parce que Macron a été complètement surpris par ça. Mais ce que ça veut dire, c'est que c'est une imposture totale que Macron, puisqu'il se retrouve au pouvoir uniquement parce qu'il est là pour faire barrage au Rassemblement national, au FN, à Le Pen, et finalement, il va se transformer en piédestal de cette extrême droite. Et effectivement, le lien avec le capitalisme, il est là, puisqu'Emmanuel Macron, c'est typiquement le dirigeant qui a été coopté par les milieux financiers et les milieux des grandes entreprises pour défendre leurs intérêts. Et d'ailleurs, quand vous lisez les articles dans la presse aujourd'hui, il est écrit que Macron a rassuré ces milieux financiers après le résultat du 10e tour des législatives en disant non, rassurez-vous, je continuerai sur le même cap. Et c'est pour ça qu'il ne veut pas nommer quelqu'un du nouveau Front Populaire. Parce qu'il a fait des promesses à cette classe capitalistique de l'entreprise et de la finance. Et effectivement, mais je crois que c'est Frédéric Lordon qui l'avait lui-même théorisé il y a déjà 2 ou 3 ans dans un édito extrêmement intéressant où il disait, vous savez, si un jour la classe capitalistique a à choisir entre Mélenchon et Le Pen, ils prendront Le Pen. Parce qu'effectivement, Le Pen, l'extrême droite, ne va jamais aller à rebours des intérêts des plus riches. Jamais. Il y a des discours de façade, effectivement. On l'a bien vu les retraites, ils n'étaient pas là. Vous voyez leurs hésitations, on ne sait pas. Un jour, Le Pen a dit pourquoi pas 67 ans la retraite. Finalement, il dit non, mais c'est pas ce que je voulais dire, ce sera bien 62. Enfin, ils sont dans l'hésitation permanente. Et à l'Assemblée, on le voit bien, ils sont absents de tous les combats sociaux, l'extrême droite. Augmentation du SMIC, ils ne sont pas là. Enfin bref, je pourrais faire tas de sujets comme ça qui prouveraient leur absence totale de volonté de justice sociale. Et effectivement, dans un monde de plus en plus violent en raison du modèle économique qui désoriente les citoyennes et les citoyens, eh bien, tout est favorable à ce que la pensée fasciste s'installe à nouveau. Dans une société qui subit une perte de sens, où chacune et chacun d'entre nous se pose la question de l'intérêt d'aller travailler pour une somme parfois dérisoire, pour une activité dont on a parfois du mal à trouver le sens, eh bien, typiquement, c'est là que peuvent s'installer les idées les plus rances. Donc, effectivement, il est là le lien. Il y a que la violence qui est perpétrée par le modèle capitalistique libéral, en tout cas dans sa forme actuelle, néolibéral au moins, et bien cette violence-là a une répercussion directe sur le modèle politique ensuite qui s'installe et qui accompagne. Et cette violence du néolibéralisme économique a besoin d'ailleurs de cette violence politique pour perdurer. Oui, c'est sur le lien entre fascisme et capitalisme. C'est le contenu de classe qu'il peut y avoir dans le fascisme. Bon, c'était Daniel Guérin, je ne sais pas s'il y en a qui ne voudraient pas faire l'intello de service, mais Daniel Guérin, c'est un militant anarcho-syndicaliste des années 20-30, qui était à un moment donné militant de la SFIO, donc du Parti Socialiste de l'époque, qui était à l'aile gauche de la SFIO. Hein. C'est un peu comme... c'est pas Valls aujourd'hui, par exemple, dans le PS. Quoi. C'était plutôt une aile ouvrière et combative. Et il avait écrit un bouquin qui s'appelle Fascisme et Grand Capital. Hein, c'était la deuxième partie. L'autre, c'était La peste brune, hein, parce qu'il avait voyagé à vélo dans le nazisme, l'Allemagne nazie au début. Et puis, il raconte un peu ce qu'il voit. Et après, donc, il a son bouquin d'analyse et montrer en quoi les classes possédantes ont adhéré au fascisme. D'ailleurs, il y avait un bouquin qui s'appelle L'ordre du jour aussi qui raconte ça. Je sais pas si non, L'ordre du jour, c'est Éric Vuillard.
Vuillard. Ouais, Vuillard. Et qui raconte là aussi comment les grosses entreprises capitalistes allemandes ont choisi Hitler. D'ailleurs, il raconte un repas où ils s'accordent et tout ça. Donc voilà, il y a ce lien-là. Et aujourd'hui, on le voit, c'est perceptible, même si effectivement, on ne peut pas dire qu'on vit le fascisme. C'est juste, on est dans une période où il y a un danger fasciste, une évolution qui apparaît même malheureusement un peu inexorable, mais en tout cas une évolution très dangereuse. Et on voit aujourd'hui justement ce lien multiple entre ces couches de privilégiés, de possédants, ne serait-ce qu'en écoutant les médias. Vous avez vu pendant la campagne législative, notamment, donc avec cette construction du nouveau Front populaire, quelle a été l'attitude des médias et autour des médias, donc de cette classe des possédants, des privilégiés, des commentateurs de l'actualité, où en fait le danger c'était plus l'extrême droite en fait, le danger c'était le nouveau Front populaire, le danger c'était cette gauche radicale, cette extrême gauche. L'AFI est taxée aujourd'hui d'extrême gauche de plus en plus, donc tous les radicaux qu'il peut y avoir là-dedans, et on voyait la peur qu'ils avaient de cette gauche qui réapparaissait. Et là, c'était tout qui s'inversait. Mais de la même manière sur la Palestine, comment tout s'inverse. On est en soutien d'un peuple qui défend qui aspire à une autonomie, à une démocratie, à des droits. Et finalement, c'est juste un peuple. Là, on a un chien qui visiblement est plutôt côté libéral, mais. En tout cas, il n'apprécie pas l'expression d'une solidarité envers le peuple palestinien mais on le voit aussi là-dessus. Toute la violence qu'il peut y avoir. Il y a eu encore une interview de Louis, le député de Haïfi, Louis Bayard, je ne sais pas si vous avez vu ça circule pas mal, où une journaliste, lui, il parle de génocide et la journaliste, elle lui dit non, mais là, vous déconnez, génocide, c'est pas le mot qui est adapté, et vous le savez très bien que c'est pas le mot qui est adapté, vous êtes cynique. Mais comme ça, la journaliste qui interviewe Louis Bayard, qui lui essaie d'expliquer pourquoi. Et donc, on voit donc cette classe-là, et les journalistes, en tant que bon chien de garde, sont aussi par réflexe, et c'est là où on voit le réflexe de classe, où finalement le danger pour eux, la peur qu'ils vont avoir, ça sera plus effectivement du côté d'une gauche qui pourrait éventuellement se reconstruire et redevenir menaçante dans l'idée qu'elle pourrait réimposer des politiques de partage des richesses, de réduction des inégalités sociales. C'est assez dingue. Vous avez vu que l'augmentation du SMIC, même si on s'éloigne un peu du sujet, mais tout est à mettre en lien, quoi. Dès qu'on parle d'augmentation du SMIC, c'est pas possible, c'est irréaliste, alors qu'on est dans un monde où il y a des multimilliardaires d'une indécence incroyable. On est dans ce monde-là. Et donc, en fait, au bout du compte, le fascisme, c'est presque la dernière étape d'un écrasement des couches populaires. Il faut se taire, il faut baisser la tête, et dès qu'on ose un peu, ou dès qu'on aurait un espoir de changer les choses, on nous écrase, on nous tape dessus, et on est dans ce contexte politique-là. Et c'est vrai que donc, le fascisme, ce serait l'aboutissement de ça, c'est qu'à un moment donné, on règle définitivement les choses en muselant complètement la population, et notamment la classe des travailleurs et des travailleuses, en dissolvant tout moyen de contestation. Et c'est vrai que Macron, il est dans des situations d'étape vers ça, avec Darmanin, d'essayer d'empêcher à ce qu'on puisse contester, protester et donc exprimer nos idées et une aspiration à un autre monde. Donc voilà, on est dans ce contexte-là. Donc il y a véritablement un lien, effectivement, entre les idées d'extrême droite et fascisme et le pouvoir, l'ordre tel qu'il est aujourd'hui entre les mains des classes dominantes. Juste pour compléter ce que tu viens de le dire à la fin, il y a quand même des points communs, quand même. Évidemment, le macronisme n'est pas un fascisme, il ne faut pas raconter n'importe quoi. En revanche, il y a des éléments qui peuvent s'apparenter à des choses qu'on trouve dans le fascisme, et je pense notamment au parti unique, parce que le macronisme est un mouvement politique, un espace politique qui prône le parti unique. Que nous raconte Macron depuis qu'il a été élu? Qu'il n'y a aucun parti politique qui vaut, si ce n'est le sien. Il n'y a aucune idée politique qui vaille, si ce n'est celle que lui a décidé de mettre sur la table. C'est la raison pour laquelle sa manière à lui de garder le pouvoir, c'est de dire finalement, il n'y a en termes politiques de personnes légitimes à exercer le pouvoir que les macronistes et que ceux qui sont d'accord avec nous. C'est-à-dire, vous regardez bien, on exclut l'extrême droite, bon ça me va très bien, là-dessus on va être d'accord, mais il va prendre tout ce qui est à gauche du macronisme pour dire, vous voyez, c'est peut-être pas clair, alors comme il ne peut pas sur le PS, il a un peu de mal. Il va passer par le truchement de l'association qui est entre le PS et l'AFI. Mais puis à un moment, c'était devenu que l'AFI n'avait pas le droit de gouverner parce qu'ils étaient anti-républicains. Ça ne suffisait pas. Je ne sais pas si vous en souvenez. Bon, ils ont rajouté les Verts. Ils ont commencé à dire les Verts non plus, ils ne sont pas républicains. Donc ça allait passer au PS ensuite. Donc
l'idée de la Macronie, et là j'en reviens effectivement à la question du capitalisme, du néolibéralisme, l'idée c'est qu'il n'y ait finalement qu'un seul mouvement politique qui puisse exister en paraissant comme républicain, crédible, acceptable. Et ça, je suis désolé, c'est un signe du fascisme. Le fascisme qui ne tolère rien d'autre que lui-même, comme idée. Avec également d'autres ressorts pour que ce modèle-là puisse s'appliquer, c'est-à-dire l'exclusion des paroles dissidentes de celle qui est au pouvoir. Donc, on va censurer des militants écologistes, on va les présenter comme des écoterroristes. C'est intéressant ça, écoterroristes, pour des gens qui manifestent contre des bassines extrêmement polluantes. Donc des gens qui manifestent pour le bien commun, sur des bases scientifiques, pour le vivre ensemble. Eh bien, on va les qualifier d'écoterroristes, on va les condamner, pourquoi pas ? On va les condamner parce qu'on va trouver que dans une manifestation, on va trouver un truc à reprocher. Il a été violent d'une manière ou d'une autre. Enfin, il faut regarder un peu les histoires judiciaires depuis 2-3 ans dans des manifs où il y a des écolos, le nombre de personnes qui sont fait condamner alors qu'ils n'avaient rien fait. C'est aussi des interpellations au domicile avant même qu'une manifestation ait eu lieu, ce genre de choses. Et ça passe par les médias également. C'est-à-dire que lorsqu'on a des médias qui sont au service de ce qu'on va appeler, allez, pour faire un discours très extrême, le grand capital, en tout cas les grands groupes financiers, on va voir qu'il y a une pensée unique. On a aujourd'hui dans les chaînes info, on a le choix entre la droite dure ou l'extrême droite. Vous voyez que la nuance est quand même pas énorme. Et dans les grands journaux également, les hebdomadaires et ainsi de suite, vous allez voir qu'en fait, c'est quasiment toujours aujourd'hui la même ligne politique. Il y a très très peu de nuances aujourd'hui. En tout cas, tous les médias qui sont détenus par des grands groupes disent à peu près la même chose. Et la pensée unique, c'est un marqueur du fascisme. C'est pour ça qu'il y a quand même un flou, enfin quand je vous entends parler, entre à la fois, on voit que les macronistes sont les marchepieds de l'extrême droite et en même temps, on voit aussi qu'ils utilisent leur méthode. Et moi, je me souviens aussi, par exemple, d'un épisode à l'Assemblée, Émeric, quand tu as voulu faire une minute de silence pour des réfugiés en Grèce et qui ont été naufragés. Et la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, a refusé cette minute de silence. On s'est demandé, en tout cas en discutant avec des militants, si elle faisait ça pour faire plaisir au RN ou si elle le pensait vraiment, si vraiment elle voulait s'opposer à ça. Cet épisode, c'est vrai qu'il est intéressant. C'était il y a 1 an à peu près. Il y a eu un naufrage en Méditerranée, 600 morts, dont de très nombreux enfants qui étaient morts dans la cale du bateau. Il y avait eu finalement assez peu de relais dans la presse. On avait parlé un petit peu, mais pas énormément. Sauf que c'était la plus grande catastrophe de ce genre depuis au moins 20 ans. Et c'est vrai que j'ai proposé pendant les questions au gouvernement, etc., j'ai proposé une minute de silence spontanément. Et ce qui était dingue, c'est que tout le monde s'est levé. Le gouvernement s'est levé. Donc Borne, qui était Premier ministre à l'époque, s'est levé. Tout le monde l'a accepté, sauf en face dans l'hémicycle, c'est l'extrême droite. L'extrême droite qui a commencé à gueuler. Parce que là, on demandait une pensée pour des hommes et des femmes qui traversaient la Méditerranée pour souvent fuir la misère, fuir des dangers, etc. Et bien sûr, l'extrême droite ne supporte pas ça. Donc, elle a commencé à protester. Yael Braun-Pivet a interrompu la minute de silence suite aux protestations de l'extrême droite. Ce genre de concession faite au fascisme, c'est absolument insupportable. Sachant qu'Yael Braun-Pivet, c'est la même qui avait dit que Chenu, qui était l'un des 2 vice-présidents RN de l'Assemblée nationale, était un très bon vice-président de l'Assemblée nationale. Elle dit, c'est pas un bon président, c'est un très bon président. Quand on donne des gages comme ça à l'extrême droite, et bien effectivement, on fait progresser le fascisme. Oui, et puis... Non, vas-y, vraiment... Ce qui est intéressant, c'est après conviction, pas conviction, parce que Macron, par exemple, ce qu'il était dans sa campagne de 2017 et aujourd'hui, c'est pas le même Macron. Peut-être qu'il cachait ses idées méchantes, autoritaires et tout ça, mais peut-être pas. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans le personnel politique qui, en fait, n'ont pas d'idées tant que ça. Ils sont au service des plus riches, évidemment, mais si le monde capitaliste n'était pas en crise,
s'ils pouvaient gérer ce monde-là tranquillement, en laissant les syndicalistes manifester, en laissant les manifestants aussi à anti-bassines manifester, enfin, si ça pouvait se faire tranquillement, ils le laisseraient faire peut-être. Et c'est justement l'approfondissement d'une crise économique et qui fait qu'aujourd'hui, tout devient hyper instable. C'est hyper instable économiquement, c'est hyper instable socialement, même les institutions, la démocratie, c'est hyper instable. Et encore une fois, pas qu'en France, on voit tout ce qui se passe un peu partout. On a l'impression qu'on peut même presque basculer dans une guerre quasi mondiale avec ce qui se passe en Ukraine. Voilà. On est dans un système où finalement, et en plus en parlant de la planète qui est en feu dans le sens où dérèglement climatique, famine et puis les météos, enfin les événements météorologiques qui s'aggravent et tout ça. Donc en fait, tout devient hyper instable. Et dans ce contexte-là, on peut imaginer que là, ça devient un réflexe de classe. C'est que finalement, dans un monde où tout devient complètement dingue, ben, finalement, leur seule sécurité à eux, c'est de se raccrocher donc à cette idéologie dominante. Et le fascisme, certainement que quelque part, même s'ils n'imaginent pas à quel point ça peut se retourner aussi contre des tas de gens du côté des classes riches, parce que le nazisme ou le fascisme italien, ou même Franco en Espagne, il y a certainement eu des gens riches qui ont été victimes de ce fascisme-là. Mais on peut penser qu'il y a un réflexe de classe. Et en fait, quand on voit comment ils réagissent par rapport à la gauche, quand on voit comment ils s'énervent dès que la gauche se redevient un peu influente ou qu'elle commence à même regagner électoralement, c'est ça qui est intéressant à voir, c'est qu'en fait, voilà, ils se sentent en danger. Ils sentent que leur monde peut s'effondrer, et donc la seule façon de les rassurer, c'est du côté des idées réactionnaires, donc du côté d'éventuellement donc d'un régime autoritaire. Ils n'envisagent pas le fascisme forcément. D'ailleurs, Macron, il n'envisage pas. Mais on peut penser que leur idée, en tout cas, c'est pas choquant d'être hyper autoritaire et de mettre au pas la population. Ça ne doit pas les déranger du tout. Comme ça, au moins, ils ne feront pas chier avec des grèves ou avec des revendications salariales. Donc c'est ça. Mais je pense que c'est du réflexe de classe, quoi. Et on est vraiment dans cette idéologie. Et ils se rendent bien compte. On voit Zemmour, on voit la nièce Le Pen ou Bardella et compagnie. C'est facile à voir qu'ils ne remettent pas du tout en cause l'ordre social et l'ordre capitaliste. Et c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, plus ça se dérègle, plus ça devient instable, plus on voit un paysage politique qui se radicalise à droite. Et si je vous amenais aussi sur la convergence des luttes, c'était pour avancer dans nos partis, mais aussi pour deux raisons. La première, c'est que les défenseurs, bien souvent, de la convergence des luttes considèrent que l'origine des maux de la société, ce serait le capitalisme, ou en tout cas l'accaparement des richesses. C'est pour ça que je vous posais cette question. Après, au-delà de la réflexion philosophique, ça peut être aussi d'ailleurs les discriminations, le fait de diviser les gens entre eux, de l'autoritarisme. Enfin, chacun a sa théorie sur l'origine. Mais en tout cas, au-delà de l'histoire, pour aller vers l'avenir et vers les solutions et vers les luttes, quand on voit justement cette actualité, cette montée du fascisme, de l'autoritarisme et du capitalisme, comment on fait concrètement maintenant pour lier ces luttes entre elles, agir efficacement face aussi au déni de démocratie? Comment on fait pour se souder, pour continuer à espérer? Concrètement, comment on fait? Et pourquoi parfois, alors peut-être c'est l'être humain qui est comme ça, mais pourquoi parfois, alors que tout nous réunit contre ces luttes-là, sur ces luttes-là, est-ce qu'on se divise justement parfois typiquement sur des luttes contre le fascisme? Et, par exemple, la guerre à Gaza, je veux dire, on n'est pas tous aussi... beaucoup de politiques restent silencieux sur ce sujet, alors qu'on devrait être solidaires et montrer notre détestation, notre lutte et notre combat. Comment ça se fait qu'on se divise sur ces thèmes-là alors que tout nous réunit, au contraire? Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris dans la question. Pardon, je me suis un peu emportée. Je disais que, disons que les combats de gauche, en tout cas humanistes, anticapitalistes et antifascistes, aujourd'hui, il me semble, et on est beaucoup en tout cas à le penser, qu'on doit converger et s'unir sur ces luttes-là. Pourquoi on se divise sur ces luttes-là et comment être efficace? Excuse-moi, Zelma, sur quelle lutte en particulier? Contre le capitalisme et contre le fascisme. Ah oui, c'est encore une autre question. D'accord. Pourquoi la gauche n'est pas unie? Pourquoi les partis de gauche et d'écologie ne sont pas unis? Et les militants, d'ailleurs, pas que les dirigeants politiques. Je ne sais pas, moi. Si, c'est parce que... J'en sais rien, si j'avais la solution, je le dirais. Mais... Moi, ce que je crois fondamentalement, c'est que ça ne veut pas dire grand-chose, la gauche. C'est comme l'écologie, ça ne veut plus dire grand-chose. Tout le monde peut se dire « je suis écolo ». Il n'y a pas une personne qui vous dira « moi, je ne suis pas écolo ». Une personne qui vous dira « moi, je déteste la nature ».
Il y a très peu de gens qui oseront dire « je déteste les animaux ». Tout le monde va aujourd'hui, alors que ça c'est des grosses évolutions idéologiques, parce qu'il y a 50 ans l'écologie était fortement moquée, mais aujourd'hui plus personne n'oserait dire ça. C'est politiquement correct de dire je suis écolo. Donc tout le monde est écolo, Valérie Pécresse est écolo, Marine Le Pen est écolo, tout le monde... Non, dans un débat elle ne le dira jamais. Non, elle va dire qu'il y a des écolos comme nous, qui sont terribles, qui sont d'écologie punitive, etc. Mais eux... Non, mais ils vont dire que c'est eux la vraie écologie, l'écologie de la tradition, etc. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des mots qui, aujourd'hui, veulent plus dire grand-chose. La vraie question, si le camp de la gauche et de l'écologie, au sens large, est divisé, c'est tout simplement parce que je crois qu'on n'est pas d'accord sur le modèle de société. Et ce qui est bien dans le nouveau Front populaire, et précédemment dans la NUPES, c'est qu'on avait réussi tous, et on a réussi, puisque c'est d'actualité, le nouveau Front populaire, à se mettre autour d'une table pour, comment dirais-je, rappeler les fondamentaux qui unissent le camp de la gauche et de l'écologie. Mais on voit bien que les tensions qu'il peut y avoir de manière constante pour essayer de mettre à mal le nouveau Front populaire, en tout cas cette union qui aujourd'hui s'appelle NFP, sont liées à des perceptions différentes. Il y a une partie du Parti socialiste aujourd'hui qui ne voit pas la société comme nous on la voit. On ne veut pas la même société. Donc c'est surtout, à mon avis, lié à ça. La question, c'est quel est le modèle qu'on veut construire. Et je pense qu'il y a une partie de la gauche, et même une partie de la classe politique écolo, qui est coincée dans une vision assez dépassée de la société. Alors, la question qui peut se poser aussi, c'est celle donc de la révolution, ou de la transition, ou de l'adaptation. Nous, à la Rêve, on a choisi, c'est la révolution. C'est-à-dire, on dit on n'aime pas le monde dans lequel on vit, on ne veut pas le transformer à la marge, on veut tout changer. Ça, il faut l'assumer aussi. Il faut assumer cette radicalité. Et c'est là qu'il peut y avoir un petit embarras aujourd'hui dans le camp de la gauche et de l'écologie, c'est que, vous voyez bien d'ailleurs ce que les médias racontent, je ne sais pas si vous vous souvenez de la campagne d'il y a, je sais plus, c'était la première campagne présidentielle de Macron, où il y avait Hamon, qui représentait le PS, et puis il y avait Valls en face. Ils étaient en train de se battre. Qui allait avoir l'investiture? Et tu te rappelles, Philippe, il disait dans les médias, il y avait la gauche responsable, c'était Valls, et puis la gauche responsable, la gauche de gouvernement, et puis Hamon, c'était l'autre gauche. C'était la gauche, il faut comprendre irresponsable, la gauche utopiste, etc. etc. Mais l'une des difficultés, c'est ça, c'est qu'on présente les gens qui, comme nous, la Rêve, la France Insoumise, le NPA, des gens qui veulent des changements de société radicaux. On les présente comme des gens déconnectés, des gens qui ne sont pas capables de gouverner le pays, des extrémistes, etc. En fait, toute idée aujourd'hui de justice sociale est présentée par le camp adverse, c'est-à-dire le camp qui défend les intérêts des plus puissants, des plus riches, est présentée comme une utopie ou une folie. Donc il faut que tout simplement on assume qu'aujourd'hui on peut gouverner avec des idées radicales. Et il faut que l'ensemble des composantes du camp de l'écologie et de la gauche l'assument et le revendiquent. Et je crois d'ailleurs que beaucoup de Françaises et de Français eux-mêmes, quand on ne leur fait pas peur, parce qu'il est là le problème aussi, ça c'est encore un autre aspect du pouvoir, c'est la désinformation médiatique qui est extrêmement importante. Mais quand on ne fait pas peur aux Françaises et aux Français en leur racontant n'importe quoi sur qui nous sommes et sur notre projet politique, eh bien ils nous disent la même chose. Mais oui, on est tout à fait d'accord, nous, pour augmenter le SMIC, pour taxer les super-profits, pour revoir nos relations avec les animaux en faisant en sorte que on arrête de les exploiter, ou en tout cas en très grande partie. Quand on a des discussions rationnelles avec les Françaises et les Français, on voit que le modèle qu'on prône, celui d'une rupture très claire, très nette avec le modèle existant, eh ben, c'est accepté. Bien sûr, je n'ai pas tout cité, ce n'était pas exhaustif. Oui, alors la question de décroissance, sachant que ce mot est très polémique. Nous, on l'assume complètement, mais là encore, dans les différents partis de gauche et d'écologie, il n'est pas assumé par tout le monde. Mais en tout cas, nous, à la Rêve, bien sûr, nous, on dit il faut produire moins et consommer moins. Donc, pour moi, ça s'appelle de la... Après, on peut l'appeler comme on veut, mais en tout cas, moi, le mot décroissance ne me gêne pas. Toi aussi, Philippe, tu penses que la radicalité, c'est la clé, alors? Ouais, plutôt, ouais. Après, en disant ça, on ne dit pas non plus tout, hein, mais les radicalités, elles peuvent aller dans des sens différents.
On le voit avec le mouvement de quelques agriculteurs devant. Mais sur la question, enfin, c'est le constat qu'on peut faire, c'est la division. Alors il y a la division politique, la division de la gauche, même si avec le NFP, il y a eu... après l'étape d'avant, donc l'Union populaire et la NUPES, on voit bien qu'il y a ce sentiment qu'il faut recoller des morceaux, qu'il faut remettre en place quelque chose et qu'on est complètement dépassé par les événements et qu'on est, enfin, ce qui provoque d'ailleurs beaucoup de résignation et sentiment de fatalisme, c'est qu'en fait on se sent plus capable de quoi que ce soit et donc la gauche elle s'est faite complètement démonter et donc c'est la division politique, mais aussi il y a une division plus profonde que ça, d'une certaine manière, c'est la division du mouvement social. Enfin, on est complètement fragilisé, éparpillé, on le voit au niveau des luttes syndicales. Alors c'est lié en grande partie avec la crise du monde capitaliste, les fermetures d'usines, y compris le démantèlement des services publics où il n'y a plus les grosses équipes syndicales comme avant. Bon, il y a tout ça qui est dans le paysage. Mais ceci dit, voilà, on a aussi ce de division permanente. Et puis dans le milieu associatif aussi, même si c'est hors champ politique, mais c'est quand même lié au champ politique, on voit bien une division de ce milieu-là, très concurrentiel. Voilà, on est là-dedans, mais c'est aussi certainement ce qui domine toutes les périodes. Là, en fait, on est dans un monde où les possédants, de toute façon, ils font tout pour diviser la majorité de la population, ce qu'on va dire le camp des opprimés ou le camp des exploités. Et on est là-dedans, on est piégé sur plein de choses en fait. Hein. Et le sectarisme en politique ou l'esprit boutiquier en politique, c'est une des traductions de cette division-là qu'on subit et qu'on n'arrive pas à contrecarrer. Donc évidemment, la perspective aujourd'hui, c'est reconstruire un mouvement social, c'est reconstruire une unité, c'est refaire des collaborations, des coordinations militantes. Et on le voit, ça le fait petit à petit, on le voit notamment avec les soulèvements mandataires, qui jouent un rôle très important sur une sorte d'unifier, d'essayer de faire en sorte que le mouvement associatif et politique, militant ou des gens non organisés puissent se retrouver dans des mêmes luttes. On le voit aussi de plus en plus dans le mouvement syndical, hein, ce constat d'émiettement qui fait qu'à un moment donné, on est complètement inefficace, donc ça pose un problème de fusion, de réorganisation. Même vous avez vu la CGT, la CFDT, même si c'est pas forcément un bon plan, hein, mais parle de se réunifier, la FSU avec la CGT, enfin voilà. Donc en fait, on peut faire ce constat et on voit bien toute la difficulté qu'on a pour y arriver. Mais donc ça, c'est un gros boulot. Mais ce qu'on peut dire quand même dans le paysage, c'est que cette division-là, on en est aussi responsable, nous, les organes politiques ou les organes militantes. Et c'est quelque chose aussi qu'on n'arrive pas à faire, mais qu'il faudrait faire, c'est le bilan de la gauche. Et la gauche, quand elle est arrivée au pouvoir, à chaque fois qu'elle est arrivée au pouvoir, même récemment, hein, Mitterrand, Jospin et Hollande, ou quand la gauche arrive au pouvoir dans les régions ou dans les départements, en fait, à chaque fois, quasiment tout le temps, la gauche n'a pas respecté ses promesses, n'a pas respecté ses engagements politiques, et donc ça a quand même vachement contribué à déstabiliser, démoraliser et à casser les équipes militantes qui ont arrêté de militer. Et donc on a aussi, dans cet émiettement-là, dans cette fragilisation du mouvement social, on a aussi des responsabilités du côté de la gauche politique, ou y compris du côté des organisations syndicales. Et ça, il faut qu'on en arrive à faire le bilan. Parce que là, donc du coup, quand on parle de la NFP, du nouveau Front populaire, je dis là, c'est le NFP. Donc c'est intéressant parce que pour nous, et d'ailleurs c'est pour ça que le NPA, tout en étant radical, a pensé qu'il fallait s'allier, qu'il fallait soutenir et intégrer le dispositif et donc essayer de jouer aussi, d'avoir sa part dans la lutte contre le Front National et contre le fait que Bardella puisse avoir le pouvoir. Donc nous, on était entièrement d'accord là-dessus. On est aujourd'hui entièrement d'accord avec l'idée que ce soit Lucie Gasté qui doit être Première ministre. Donc, mais ceci dit, on a besoin quand même de faire des bilans sur la gauche parce qu'on n'a pas envie de reconstruire la gauche qu'on a connue auparavant. Alors, c'est pas parce que Cazeneuve est parti, que Valls, Sigland, on ne sait pas où aujourd'hui, qu'on a réglé les problèmes. Et on le voit d'ailleurs quand même... il n'est pas très loin. Donc en fait, on a besoin aussi de sérieusement réfléchir sur ce bilan-là et donc du coup, de quelle gauche on a envie de reconstruire. Et donc nous, on pense qu'il faut effectivement construire une gauche de combat, alors c'est des mots, hein, une gauche radicale, une gauche anticapitaliste, une gauche anticoloniale, écologiste évidemment, et tout qui doit être radical là-dedans, parce que c'est aussi la question de la remise en cause des institutions, la remise en cause des systèmes, et c'est vrai que ça rejoint ce que dit Aymeric, il faut oser affirmer ça, cette perspective politique radicale de rupture, et on voit bien que dans la gauche aujourd'hui, y compris avec Olivier Faure ou Marine Tondelier, on voit bien que la radicalité, elle va pas assez loin ou aussi loin
besoin pour tout le monde. Donc comment on fait ? Et on sait que derrière aussi, c'est la question de retrouver de l'espoir. Et l'espoir, ça compte, parce que c'est aussi l'histoire d'avoir confiance en soi. Et la population, si elle n'a pas confiance en elle, si le peuple de gauche n'a pas confiance en lui, on mènera pas les combats. On les mène que si on se sent sûr de nous. Et donc c'est en lien tout à fait avec la question de la reconstruction d'un outil politique qu'on n'a pas aujourd'hui. Et c'est pour ça ce que disait Aymeric en début de ce que nous on a abordé un petit peu avant de venir ici, pendant qu'on buvait un café loin d'ici, à l'abri de la colère de certains agriculteurs réac. C'était comment on crée des situations où on collabore ensemble sur certains aspects, où on apprend à discuter ensemble, on apprend à construire ensemble, y compris même à militer ensemble, pourquoi pas au quotidien, et en réfléchissant sur comment on peut mettre en place des outils politiques qui permettent ça. Mais derrière, c'est aussi la question d'une perspective politique, d'un programme politique, mais c'est aussi la priorité sur la question unitaire, parce qu'on sait que c'est ça qui peut changer la donne. Et aujourd'hui, alors je finis là-dessus, tout le monde a bien compris que si Lucie Castet est Première ministre, si Macron à un moment donné se décide à désigner Lucie Castet, on a compris, on n'a pas besoin des spécialistes de la Constitution pour comprendre que ça va être très limité en fait. Il y aura une marge de manœuvre qui sera hyper étroite. Ceci dit, il faut y aller, il faut faire, il faut vivre cette expérience-là. Mais derrière, ce qui va être déterminant, enfin nous en tout cas au NPA, c'est ce qu'on pense et on n'est pas les seuls à le penser, c'est que si le mouvement social se mêle pas de ça, si la population ne se bat pas, s'il n'y a pas une pression populaire par en bas, si on ne bouscule pas Macron et les couches politiques du côté du pouvoir, si on ne les perturbe pas, si on leur fait pas peur, il se passera pas grand-chose. Donc il y a besoin de révolte populaire, il y a besoin de mobilisation populaire, et ça passe par un outil politique qui puisse nous aider à rediscuter, à réfléchir ensemble et à relancer des initiatives politiques communes. Super. Je voulais terminer par une note positive, c'est magnifique. C'est une utopie pour toi, Aymeric, un monde antifasciste, anticapitaliste, même si pour nous l'utopie n'est pas un gros mot. Mais à quelle échéance t'imagines ça, et en quelques mots? Non, mais parce qu'a priori les gens... Non, mais je veux dire, avec tout ce qui se passe, on entend beaucoup actuellement, on ne croit plus en rien, on n'a plus d'espoir. Donc c'est important aussi de peut-être donner une note positive. J'en ai aucune idée, moi. J'ai pas aucune Avant de prendre des questions, bien sûr, on va finir par des questions. Non, moi, ce que je crois, c'est qu'on traverse une crise politique, existentielle, au sens collectif du terme, qui est assez grave. C'est la raison pour laquelle le fascisme, puisqu'on revient à notre sujet de départ, peut réémerger. Il est en train de réémerger par endroits. Il a déjà réémergé dans certains pôles de la société. La question que tu poses, finalement, c'est celle du progrès moral de l'humanité. Et ça, c'est une question essentielle à la REV. Parce qu'effectivement, nous avons assumé de porter l'utopie. D'ailleurs, j'ai écrit un livre qui s'appelait comme ça, qui revisitait l'utopie de Thomas More. Parce que le mot utopie m'a toujours profondément marqué. C'est René Dumont qui avait écrit un bouquin, c'était un titre qui m'avait toujours impressionné, qui s'appelait L'utopie ou la mort. Et je pense que c'est ça. Et ce qui nous différencie dans les différents mouvements politiques, c'est notre rapport à la chose politique. Et nous, à la REV, on assume de porter un projet utopiste qu'on ne verra sans doute jamais appliqué de notre vivant. Mais il faut qu'on soit là pour le porter. Il faut que nos idées ensuite soient reprises par d'autres. Peut-être que notre mouvement mourra dans quelques années, un autre verra le jour. La question de l'antispécisme, pardon, mais je sais que beaucoup d'entre vous sont là aussi pour la manière dont on a choisi de défendre le vivant, donc on peut dire un mot aussi sur l'antispécisme. La première fois qu'on se met à parler d'antispécisme dans le débat public, on a des réactions quand même assez étonnées. Des gens disent « mais c'est quoi cette idée? C'est quoi ce projet politique qui dit on va donner des droits essentiels aux animaux non humains? Mais c'est quoi cette affaire ?» Et puis on explique aux gens, on leur dit pourquoi c'est important. Et l'idée, petit à petit, fait son chemin, comme le combat contre l'esclavage fait son chemin, les combats féministes qui ne sont pas terminés, mais à un moment, il faut que des gens arrivent avec des idées fortes qui choquent la société, mais qui n'aient pas peur de remettre en cause ce qui apparaît comme des évidences et qui, en réalité, sont juste des croyances qui ont été construites. Et nous, on est là pour ça, nous, à la REV. On est là pour dire la manière dont nous considérons le vivant. Mais le vivant, pour nous, vous le savez, c'est au sens extrêmement large qu'on entend cette notion.
Ça concerne aussi les rapports qu'on peut avoir dans le travail, donc les humains entre eux, etc., la manière dont on produit, etc. Bref, la manière dont on considère le vivant ne nous convient pas du tout. On fait complètement fausse route. Donc nous, on propose un autre modèle. J'avais un débat avec une personne qui est assise en ce moment-là tout à l'heure, quelqu'un qui me disait « Mais vous êtes vraiment pour la fin de l'élevage ?» Mais c'est quand même très curieux. J'ai dit « Oui, on est pour la fin de l'élevage. » Cette idée, aujourd'hui, elle choque les gens qui sont devant. Parce que nous, on assume à la rêve cette idée de dire « Tout animal non humain a le droit de vivre. » Dès lors qu'il ne nous crée pas du tort, dès lors qu'il ne nous met pas en danger. Et nous, on dit, pourquoi on irait tuer un animal si ça n'est pas nécessaire? Nécessaire à notre protection, nécessaire à la continuation de notre propre existence, parce qu'on aurait besoin de se nourrir de cet animal, parce qu'on aurait besoin de lui prendre sa fourrure pour se vêtir. Tout ça, c'est terminé, on n'a plus besoin de tout ça. Eh bien, c'est une idée révolutionnaire, de dire qu'on peut créer une société où on n'exploite pas les animaux non humains. Et ça nous rapproche, ça fait partie des choses. Je sais qu'au NPA, vous êtes aussi en process sur cette réflexion, puisque c'est une prolongation de tous les combats sociétaux et sociaux qu'on peut avoir pour lutter contre toute discrimination d'un individu en raison de son genre, de sa couleur de peau, de son espèce, nous on dit, et ainsi de suite. Lutter contre l'exploitation des plus faibles, à laquelle nous, on ajoute les animaux non humains. Ben, c'est quand même une idée très, très, très osée. Quand on a créé la rêve et qu'on s'est dit on va défendre ce genre d'idée, on ne s'est pas dit qu'on aurait des élus rapidement. Non mais vraiment, on s'est dit, c'est pour ça, j'en parlais avec Philippe tout à l'heure, quand on a créé la rêve, on dit on va être un peu le NPA de l'écologie. Mais si, c'est vrai. J'avais sondé, j'ai dit voilà, on va être là, on va être des poils à gratter, on va participer au débat, on va amener des idées face à des gens qui vont nous regarder avec des yeux grands comme ça, en disant mais qu'est-ce qu'ils racontent? Mais on va les obliger à avoir ce débat. Travailler? Ok, super, en ce moment, le débat, et c'est très bien, les débats au sein du NFP, c'est 32 heures, passer à 32 heures, etc. Mais nous, on ne dit pas 32, on dit 20, on dit 15 heures. Irréaliste. Comment? C'est complètement réaliste, c'est ce vers quoi nous allons aller. On ne va pas entamer un débat là-dessus, on pourra le faire. Parce que nous ne croyons pas que toutes les existences doivent se construire autour de l'emploi. Nous n'y croyons pas du tout. Surtout dans une société où nous sommes de plus en plus nombreux et où les emplois diminuent fortement et où les machines et les intelligences artificielles font le travail à notre place. On ne croit pas qu'il faille un bullshit job pour exister. On ne croit pas que lorsqu'on est, notre première tâche, c'est d'aller trouver un travail pour avoir le droit de continuer à exister en se nourrissant, en trouvant un logement qu'on va payer tous les mois à crédit ou avec un forfait. Non, on pense qu'on peut faire complètement autrement. Mais c'est révolutionnaire. Et le débat qu'il y a au sein de la gauche aujourd'hui, il est celui-là. Jusqu'où on va dans l'audace? Et il y a une partie de la gauche et des militants écologistes qui ont choisi de ne pas être trop audacieux, et nous, on a choisi d'être très audacieux. Et c'est le rapport que chacun, finalement, on a avec sa propre existence. Parce que ce qui rassemble aussi, je pense, les gens qui militent au sein de la rêve, c'est le fait qu'on choisit d'avoir un regard sur notre quotidien qui n'est pas forcément tout à fait le même que ceux des militants des autres mouvements. On place nos priorités ailleurs. Je ne dis pas que c'est mieux, je ne suis pas en train de critiquer les autres. Je dis en tout cas, voilà, nous, on fait des choix qui ne sont pas les plus faciles, en tout cas les plus majoritaires. Je me suis peut-être un peu éloigné de la question que tu posais, Azelma. Non, c'est très... Mais en tout cas, la question qui va se poser aujourd'hui, parce que là, on en revient à la question du fascisme, le fascisme s'installe aussi dans un monde qui ne propose plus de solutions et de perspectives. Et la petite nuance peut-être que j'apporterai à ce que tu as dit, Philippe, on voit aussi que malheureusement, l'extrême droite fait aussi des scores très élevés chez des gens qui n'ont aucun problème de pouvoir d'achat, aucun problème, ils ne sont pas confrontés à une insécurité quelconque, il n'y a pas... Donc dans des endroits très calmes, très tranquilles, avec des gens qui vivent correctement. Donc ça aussi, il faudra en reparler. C'est plutôt, selon moi, le manque de perspective, le manque de spiritualité dans une société qui fait que le fascisme, qui est la négation de toute pensée en réalité, que le fascisme peut s'installer ou se réinstaller. Nous, ce qu'on prône à la rêve, c'est vraiment la question de l'existence de chacun et de la capacité que peut avoir chacun dans une société à s'épanouir, à se réaliser. Tout ce que déteste le capitalisme.
tout ce que déteste le fascisme, où les individus ne doivent pas compter, où on doit tous être au service d'un modèle économique. Parce que c'est ça, le néolibéralisme, il s'en fout complètement de votre bonheur personnel, individuel, de votre manière de profiter de votre court passage sur Terre. Ça n'intéresse pas. Vous êtes juste des consommateurs. Nous sommes juste des consommateurs, des parts de marché. On n'est que ça. Et nous, ce qu'on dit, c'est exactement l'inverse. Bon, on ne va pas revenir sur tout ce que... Si vous êtes là, c'est que vous connaissez déjà un peu la rêve. Mais nous, par exemple, c'est vrai qu'on assume le fait de dire nous défendons une écologie métaphysique qui s'interroge sur nos relations à tout ce qui nous entoure. Bon, ben voilà, ça c'est une proposition politique un petit peu iconoclaste. Et ça peut peut-être effectivement parfois brouiller le dialogue qu'on peut avoir avec d'autres composantes qui disent mais ils sont un peu fous ceux-là, non ? Pour aller dans le même sens sur la question de la radicalité, est-ce qu'on a osé, par exemple, la réduction du temps de travail à 20 heures, 2 jours par semaine ou 3 jours par semaine, est-ce qu'il faut oser le dire? Est-ce que ça apparaîtrait pas complètement lunaire? Mais comme la retraite à 55 ans ou la retraite avant, le salaire à vie, ce que défend Bernard Friot, il y a des tas d'idées comme ça qui apparaissent complètement surréalistes, inimaginables. Et est-ce que c'est payant de le revendiquer? Est-ce qu'on peut convaincre là-dessus? C'est pas. Alors, il y a deux aspects. Pour être élu, pas forcément. Ouais, pour être élu, pas forcément, effectivement. Mais bon, est-ce qu'on a besoin de faire vivre ces idées radicales, cette perspective politique qui serait réellement en rupture avec le système? Et nous, on pense effectivement que oui, il faudrait le faire. Après, il faut le faire. Après, il faut apprendre à bien le faire parce qu'il faudrait convaincre et pas juste pour des raisons électorales. Il faudrait aussi convaincre parce qu'on aimerait bien que des luttes sociales aujourd'hui se renforcent parce que bien souvent, il n'y a pas de lutte parce que les gens n'y croient pas légitime de revendiquer, ne serait-ce même d'empêcher des licenciements. Moi, j'étais dans une usine Ford qui a fini par fermer. On s'est battu très longtemps, mais à la fin, on était très peu à se battre parce que la plupart des collègues considéraient que de toute façon, on ne pouvait pas, d'une part, l'empêcher. Et d'autre part, c'est comme ça, c'est la logique du système, on n'y peut rien, on trouvera du boulot ailleurs. Enfin, une sorte de résignation qui est terrible. Et donc, du coup, il n'y a plus ni de fierté du côté des classes travailleuses, et puis ni même de dignité, et puis d'envie de se battre, parce qu'en fait, on perd le match bien avant de l'avoir commencé, parce qu'on ne croit plus en rien. Donc, ça vaut le coup aujourd'hui qu'il y ait des organisations politiques qui disent, non, on a intérêt, nous, à oser affirmer, à oser revendiquer, et à oser défendre la perspective d'un monde égalitaire. Et c'est tellement discrédité, galvaudé qu'en fait, c'est difficile, mais il faut le faire. Donc ça, c'est un aspect des choses. Et l'autre aspect, je ne me rappelle même plus, c'est par rapport à ce que tu disais. Mais bon, peut-être que ça va revenir dans le débat, en fait. Est-ce que quelqu'un a une question? On va en prendre quelques-unes pour pouvoir finir tôt. Oui. Moi, je suis membre du Bureau national des jeunes socialistes, donc je viens en observateur et je ne connais pas assez peut-être, et c'est pour ça que la question que je vais poser, c'est vraiment pour comprendre, parce que c'est une incompréhension de ma part. Vous utilisez le terme de révolutionnaire. Je comprends que votre utopie, votre idéal est révolutionnaire. Mais est-ce que les moyens que vous mettez en œuvre, ils ne sont pas en fait réformistes? Parce que vous parlez dans la même phrase de gouverner avec un idéal révolutionnaire. Je pense qu'on est nombreux de réformistes à être révolutionnaires au niveau de l'idéal, puisque la socialisation des moyens de production, qui est quelque chose de tout à fait révolutionnaire, on peut, en tout cas certains dans le mouvement ouvrier ont longtemps cru qu'on pouvait le faire avec des méthodes réformistes. Donc la première question, c'est est-ce que votre organisation, elle veut passer par le parlementarisme, par la participation au gouvernement, et de ce point de vue ne serait plus tellement révolutionnaire d'un point de vue marxiste? Et la deuxième question, vous avez évoqué Bernard Friot. La conférence était sur l'anticapitalisme et l'antifascisme. Quel est le projet positif que vous portez? Parce que l'anticapitalisme, c'est tout à fait utile. Il faut le dire qu'on est fondamentalement en désaccord avec cette société. Mais quel est le projet positif que l'on porte? Est-ce que c'est comme la France insoumise, l'éco-socialiste, ou est-ce que c'est quelque chose de différent? Vous parliez tout à l'heure d'antispécisme. J'ai oublié le mot ensuite, mais c'est peut-être ça. Donc voilà, peut-être que je ne me suis pas assez intéressé, mais voilà, c'était une question pour comprendre vraiment la pensée qui était discuté ici. Notre rapport au parlementarisme et au fait d'attaquer le gouvernement. C'est une question intéressante. Si tu veux gouverner en ce moment, aujourd'hui, en 2024, un principe de réalité fait que tu ne peux pas porter jusqu'au bout les idées, par exemple, d'un parti aussi radical que la REV. Le choix que nous avons fait à la REV, je prends une question très
très concrètes. Par exemple, l'élevage dont je parlais tout à l'heure. Nous, on est pour la fin de l'élevage, pour la reconversion des éleveurs, pour qu'ils deviennent des cultivateurs, pour qu'on soit sur un modèle entièrement végétal. Okay. Mais on sait qu'il va falloir de nombreuses étapes et beaucoup de temps pour arriver à cet horizon, pour qu'il se réalise. Donc, nous, on a fait le choix de dire, on peut faire des alliances, nous, pour entrer au Parlement, ou pour d'autres postes politiques, dans des municipalités ou autres, ou des régions. Parce que de toute façon, nous avons tout un bout de chemin à faire avec des gens qui sont moins radicaux que nous, qui sont plus réformistes, alors que nous sommes révolutionnaires, mais sachant que ces réformes, il va falloir les faire et que c'est le travail là des années qui viennent. Donc par exemple, quand on s'allie avec la France Insoumise qui nous dit nous on est contre l'élevage intensif, contre les fermes-usines, on dit nous, ça nous va très bien pour les 10, 20, 30 années qui viennent. Parce que c'est le premier travail à faire. Donc on voit que c'est pas incompatible en fait. On essaye, nous, c'est le choix qu'on a fait, de ne pas rester en dehors. Parce qu'après c'est toujours la fameuse question du quand on veut changer un système, un écosystème, ça peut être un écosystème professionnel, politique ou autre, est-ce qu'on doit rester en dehors et être une voix critique du dehors, ou est-ce qu'on rentre dans le système en question pour essayer de le réformer de l'intérieur ? C'est une question. Chacun peut avoir sa propre réponse. Nous, à la Rêve, la réponse qu'on a choisie, c'est de continuer à afficher notre programme et notre objectif de manière tout à fait transparente, mais néanmoins de participer à des expériences législatives, autres, dans lesquelles on est partie prenante d'un effort collectif vers un horizon à moyen terme qui nous convient. Et une fois que cette étape sera atteinte, et il y a déjà du temps qui va s'écouler, et bien là, nous, peut-être que nos chemins se sépareront, peut-être que les organisations avec lesquelles nous sommes aujourd'hui, on se parle dans 30 ans, nous diront, nous c'est bon, on veut s'arrêter là, c'est très bien, et nous dire, nous on vous laisse parce que nous, ça ne nous convient pas, on veut aller encore beaucoup plus loin. Donc ça, c'est le choix qu'on fait nous. Je ne sais pas, toi, comment tu vois votre rapport à la question de la radicalité et néanmoins de la participation à un gouvernement ou à une... Nous, le côté simple, d'une certaine manière, c'est qu'on pense qu'on changera le monde par des révolutions, par des luttes sociales, des luttes populaires. On a la Révolution française, la Révolution russe, ce qui s'est passé en Espagne, même si les aboutissements sont souvent très décevants. Mais nous, on est persuadés, on est convaincus que ça ne changera pas si la population ne prend pas elle-même directement ses affaires en main et qu'elle s'organise et qu'elle ait pour objectif de prendre le pouvoir, mais le pouvoir pas au sens électoraliste du terme, pas au sens boutiquier du terme, pas au sens appareil, mais au sens comment une classe opprimée aujourd'hui peut diriger la société et l'organiser elle-même, donc dans l'idée de l'écosocialisme, l'idée de l'expropriation, de la socialisation, de la collectivisation des moyens de production, et donc ça touche évidemment toutes les questions de l'agriculture et de l'environnement. Donc ça, on est convaincu de ça, c'est pour nous une idée simple de ce point de vue-là, on est marxiste ou on est libertaire avec ce projet révolutionnaire, ce projet de transformation radicale de la société. Ça, c'est le côté simple. Le côté compliqué, c'est comment on y arrive, par quel chemin ça va passer. Et c'est là où ça, le débat de la question du réformisme, des élections, y participer, pas y participer, si on y participe, c'est pour y dire quoi, si on est élu, c'est pour y faire quoi. Est-ce qu'effectivement un gouvernement, là aujourd'hui on est dans un sujet qui va être d'actualité, est-ce qu'un gouvernement de gauche peut véritablement changer les choses, dans quelles conditions il peut le faire, on risque de l'expérimenter très rapidement. Donc ça, c'est des sujets hyper intéressants parce que c'est aussi l'expérience immédiate. On est dans cette configuration-là. Comment on se démerde de cette situation-là et comment un parti révolutionnaire qui se dit révolutionnaire comme nous, parce que se dire révolutionnaire, on peut avoir une perspective révolutionnaire, mais est-ce qu'on est révolutionnaire? C'est difficile à dire. On se comparer à des gens qui ont vraiment vécu des mouvements révolutionnaires, ou est-ce que nous, quand on milite dans les conditions actuelles, ceci dit, voilà, on a une perspective révolutionnaire. Et comment nous, le NPA par exemple, ou d'autres organisations plus ou moins radicales, ou une partie même des camarades dans la France Insoumise, parce que dans la France Insoumise, c'est pas forcément... Tout n'est pas homogène non plus, il y a des nuances, il y a des gens qui pensent peut-être plus sur les questions des luttes sociales, d'autres pensent plus l'activité électorale. Mais comment on se démerde de ça et comment on en discute ensemble. Mais la question, dans le fond, c'est changer un rapport de force, arriver à imposer des politiques qui répondent aux besoins des populations. Comment on fait, en fait, dans un monde qui est dominé par une classe sociale qui n'accepte pas de toute façon la démocratie, parce que c'est pas que Macron qui est pas démocrate. S'il était tout seul, ce serait facile à flinguer, un type comme ça. En plus, il est...
il est un peu allumé quand même. Donc, s'il existe, c'est qu'il y a quelque chose qui le tient autour, quoi. Et ce qui le tient autour, oui, c'est une classe sociale qui a besoin, pour l'instant, enfin, de toute façon, elle n'a pas le choix. Hein, le personnel politique que les bourgeois ont, c'est Macron pour l'instant. C'est lui qu'ils ont sous la main. Demain, ils en auront un autre. Mais en tout cas, donc, le système, il est profondément antidémocratique. Donc, si à un moment donné, on veut ce qui est vraiment une égalité, un respect de toutes et tous du vivant, donc, bon, juste entre parenthèses, on ne sait pas ce qu'on fait des frelons asiatiques et des moustiques tigres. On ne sait pas si le respect du vivant il va jusque là, mais parce que c'est assez chiant quand même. J'ai dit, on respecte ce qui ne nous nuit pas. Oui, c'est vrai. Ouais, voilà. La nuance, c'est là, voilà. Donc c'est vrai aussi pour le personnel politique, hein, Cazeneuve, Valls. On ne sait pas ce qui. Mais donc voilà, ça c'est un aspect des choses. L'autre aspect, c'est pour pas faire long, c'est effectivement la question encore une fois de la radicalité. Bon, c'est pas grave, c'est révolutionnaire, ça fait radical. On peut très bien avoir une perspective révolutionnaire, mais bon voilà, en soi ça suffit pas. C'est encore une fois, c'est comment ça se construit et comment on est vraiment utile à faire en sorte que la population elle prenne les idées en main, qu'on soit pas juste des entre guillemets ou des leaders ou des dirigeants politiques ou des militants un peu connus comme ça. Comment on fait pour que des millions de gens aient envie de s'occuper de leurs propres affaires? Et c'est là où on serait vraiment révolutionnaire, c'est-à-dire essayer de nous-mêmes et de favoriser cette réflexion-là et de faire en sorte que les gens ils y croient et ils aient envie de faire et d'être acteurs de tout ça. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui, c'est qu'on est souvent un peu comme des cons à dire des choses et puis malheureusement la majorité de la population, elle baisse la tête, elle subit. Et donc ça c'est un autre aspect des choses. Et sur la question de la radicalité, on nous dit, c'est vrai que si on est trop radicaux ou si on dit des choses qui apparaissent comme utopiques pour des tas de gens, à quoi ça sert? Mais nous, on a l'expérience inverse. C'est qu'on nous a expliqué, bon, on est plus ou moins vieux dans la salle, mais il y en a qui n'ont pas vécu Mitterrand, et l'avant Mitterrand, moi, à peine. Hein? Plus que nous qui avons connu Mitterrand. Ouais. Et la question, c'est que pareil, quand Mitterrand est arrivé au pouvoir, on a eu ce qu'on appelle l'état de grâce, un gros espoir, et puis plein de choses se sont passées au début, la peine de mort abolie, et puis il y a eu 2-3 petits trucs. Les 39 heures, c'était pas énorme. Enfin, on passait de 40 à 39 heures. Et puis la 5e semaine de congé payé, ça, c'était quand même plus important. Des petites choses comme ça. Et après, on nous a dit, en fait, si on veut tenir, il faut être réaliste. Et donc, du coup, il faut du compromis. Bon, Lucie Castet le dit un peu aujourd'hui. Il faut faire gaffe. Hein. C'est jusqu'où ça va, ça. Hein. Mais ceci dit, ça pose ce problème-là. On nous apprend finalement à être réaliste, on nous apprend à être modéré, et parce qu'on nous dit c'est comme ça qu'on peut s'en sortir. Hein, c'est comme dans une usine, quand on demande la défense, la sauvegarde des emplois et qu'on veut pas qu'il y ait de licenciements ou quand on veut des augmentations de salaire, on nous explique ce qui est réaliste, c'est pas des salaires, c'est plutôt des primes, et ce qui est réaliste, c'est licencier 50 collègues plutôt que 100. Et on accepte, entre guillemets, par la force des choses. Et on voit bien que ça porte pas bonheur, finalement, de subir et de penser qu'il faut être réaliste. Donc, il vaut mieux être irréaliste et mener un combat politique qui essaie de convaincre sur l'importance... Ouais. Pardon, Philippe. Non, mais non. Je suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Je trouve qu'à la rêve, nous sommes utopistes, mais nous ne sommes pas du tout irréalistes. Je pense même que nous sommes très réalistes. Et ce sont les néolibéraux, c'est Macron, ce sont les grands patrons qui sont complètement dans l'illusion et dans un monde imaginaire. Je crois qu'au contraire, si vous êtes ici, c'est que vous êtes assez ancré dans un principe de réalité. Par exemple, vous regardez réellement les ressources dont on dispose, même si ce terme de ressources peut être contesté. En tout cas, vous regardez réellement ce qui se passe au niveau des températures, vous regardez réellement ce qu'est un être vivant sensible, vous regardez réellement ce que sont les incidences négatives de la présence de l'être humain sur cette planète. Et vous interrogez sur la manière de rendre cette présence la moins négative possible. Donc je pense qu'on est réaliste, Philippe. Je suis d'accord. Oui, je sais que tu es sur le mot. Et j'en profite, je m'aperçois que je n'ai pas tout à fait répondu à la question qui m'était posée tout à l'heure sur comment on fait pour lutter contre le fascisme, c'est ça, lorsqu'on est dans une organisation comme la Rêve ou le NPA, c'était pas ça la question C'était sur le terrain, en fait, vous avez un projet négatif, c'est ce que dit Friot et Lordon, c'est très bien de réaffirmer un discours négatif et de dire on est contre le fascisme et de dire on est contre le capitalisme. On a... Ok. En positif, très simple, je vais répondre en 2 mots.
on remplace partout où c'est possible, et c'est possible dans beaucoup d'endroits, le concept d'exploitation par celui de coopération. Notre société repose aujourd'hui, dans quasiment chacun de ses pans, sur le concept d'exploitation. On va exploiter la nature, on va exploiter les travailleurs, la force des travailleurs, on va exploiter les animaux. Nous, cette société, on n'en veut pas et on propose, nous, à la Rêve, dans tous les pans de la société, une société de coopération. Donc évidemment, pour une entreprise, on voit tout de suite ce que c'est, puisque ça existe déjà, des coopératives, mais ça va être également, avec les animaux, comment on fait pour créer une société de coopération avec les animaux non humains. Eh bien, on voit que c'est tout à fait faisable. Donc on ne les exploite plus, on coopère, pour que chacun y trouve un bénéfice. De la même manière, on coopère avec l'ensemble du vivant. Il nous donne ce qui nous permet d'exister, et nous, en retour, on le respecte en prenant le moins possible, et ainsi de suite. Vous voyez, ça c'est une approche positive, me semble-t-il, en tout cas de la société. Dernière chose que je dirais aussi par rapport au combat qu'on doit tous mener contre le fascisme, l'un des enjeux repose sur la capacité de chacune et chacun à refuser le moule qu'on veut lui imposer, à garder sa singularité et une voix particulière, alors qu'il y a des tensions dans la société qui vont inciter les uns et les autres, à penser et à s'exprimer d'une certaine manière. Les gens qui sont ici, alors peut-être tout le monde n'est pas membre de la Rêve, mais je sais que si vous êtes là, c'est que vous avez choisi d'assumer d'avoir une pensée minoritaire dans la société sur beaucoup de sujets. Et ça ne vous gêne pas, ça ne vous dérange pas. Et il faut une forme de courage pour ça. Je pense que beaucoup de crises interviennent à cause du suivisme des gens. Il y a une opinion majoritaire, on a peur de déplaire, on a peur de se marginaliser dans son milieu amical, professionnel, et du coup, on est discret, on ne dit rien. Et les idées originales qu'on peut voir émerger dans son esprit, on va les taire, on va les garder, on va dire je ne vais pas trop l'exprimer, j'ai pas envie qu'on me regarde de manière un petit peu marginale, et ainsi de suite. Et je pense que c'est l'un des moyens de lutter contre le fascisme, parce que le fascisme, quand il arrive, c'est une espèce de vague qui vous emmène, comme ça, avec des idées prémâchées, avec beaucoup d'inintelligence. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec des chaînes info, qui charrient un flot d'absurdités, d'informations non vérifiées, d'a priori. Et tout ça, ça marque les esprits. Moi, je me souviens que lorsque j'étais encore journaliste et que j'avais déjà fait du combat contre l'extrême droite une de mes priorités, j'avais des remarques chaque semaine parce que, dans l'émission dans laquelle je travaillais, j'essayais de rationaliser les choses sur l'immigration. Je vous donnais les chiffres réels. Sur l'insécurité, je vous donnais les chiffres réels. Ça, c'est la réalité. Et puis, qu'est-ce qu'on s'est moqué de moi? Parce qu'on dit, oh, ce type n'est pas dans la réalité. Mais j'essayais simplement de ramener sur des choses concrètes. Et on voit bien que, notamment dans le combat contre l'extrême droite, il y a un mouvement extrêmement puissant qui essaye d'entraîner tous les esprits qui ne sont pas assez concentrés vers des recoins qui laissent penser effectivement que nous vivons dans une société extrêmement noire, extrêmement sombre, où nous sommes en danger à chaque coin de rue, que l'étranger lui-même est un danger pour économique, sécuritaire et tout ce qu'on veut. Donc il faut aussi, je crois, que pour lutter contre les idées d'extrême droite et contre la montée du fascisme, qu'il y ait des résistances qui sont des résistances personnelles. La résistance, elle commence par des comportements individuels. Enfin, me semble-t-il. Et par le fait de ne pas avoir peur d'être moqué, d'être vilipendé, etc., d'être mis au banc pour un certain temps. Merci. Est-ce qu'on prend une dernière question ou on arrête là? Mais c'est vraiment la dernière. Non, j'avais déjà un ordre de questions, désolé. Si vous voulez, après, peut-être en partant, peut-être vous pouvez prendre d'autres questions. Bonjour. La question est simple. Philippe, tout à l'heure, tu parlais d'un outil politique commun. À quoi il peut ressembler? Mais c'est le problème qu'on a, c'est que c'est toujours pareil ce que je disais, c'est qu'on a une perspective on peut être tous d'accord sur le fait qu'il faut changer radicalement la société. Et après, donc il y a l'aspect de par quel chemin ça passe.
le chemin, c'est quel type de lutte et tout ça, mais c'est aussi quel type d'organisation. Comment notre classe sociale, en fait, comment la classe des opprimés, enfin nous on parle comme ça, mais c'est compréhensible. Comment la population, les couches populaires, les personnes les plus précaires, comment elles se réorganisent ensemble. Parce qu'en fait, c'est incontournable. Si on ne s'organise pas ensemble, si on ne discute pas ensemble, si on ne se reconstruit pas une conscience de classe commune, un sentiment qu'on a un intérêt commun, on n'y arrivera pas. Donc ça passe forcément par des outils. Moi j'appelle ça outils, mais d'autres l'appellent ça aussi comme ça. Alors c'est vrai que comme j'étais mécanicien dans l'usine, j'ai une boîte à outils, donc des outils. Voilà, mais on peut... en fait, il y a une grosse réflexion parce que la LFI, vous avez vu, c'est une façon de s'organiser, c'est dit comme gazeux. Hein. Nous, on est moins pour le gaz, plus pour le solide. Mais ceci dit, oui, on ne sait pas comment, mais on peut penser quand même, par contre, que le mouvement féministe, de la manière dont il se reconstruit avec les nouvelles générations, ou même le mouvement écolo, les soulèvements de la terre, tout ça, je pense que ce sont des pistes. C'est-à-dire, en fait, voilà des types d'outils modernes qu'on pourrait avoir pour la lutte, et qui sont des outils convergents, des outils unitaires, qui essaient de faire du lien entre les uns et les autres, et en gardant un aspect très radical. Donc, mais c'est difficile à formaliser, on verra bien, c'est aussi les générations qui viennent là, qui vont découvrir la lutte, qui vont mener des luttes, qui vont nous aider à mieux répondre à ça. Mais ce qu'on peut faire quand même comme constat, c'est qu'on n'a pas les instruments dont on aurait besoin aujourd'hui pour se défendre. En fait, le monde capitaliste, il est en crise profonde, il est de plus en plus violent, à l'image de Macron, ou du patronat, ou des Bolloré, quand on regarde un peu ces news, on a cette violence-là. Et on sait qu'aujourd'hui, on n'a pas d'outils à la hauteur pour répondre à cette violence-là. En fait, on a des vieux outils qui sont complètement inadaptés. La gauche fait partie de ces outils inadaptés. Les syndicats font partie de ces outils inadaptés. On voit bien qu'il y a besoin de reformer des choses, de remettre en place des choses qui nous permettraient réellement de se défendre collectivement. Et donc ça passe par un programme d'aspiration radicale, mais ça passe aussi par des formes d'organisation, et on a besoin de ça. Et nous, je finis là-dessus, on a vu dans la campagne électorale qu'on a menée, nous, dans l'Aude, face à un candidat facho, et donc une région qui est... Bizarrement, c'est difficile à comprendre des fois, une région, l'Aude, mais pas que l'Aude. Je ne sais pas si vous avez vu la carte de la France. L'Aude, les Pyrénées-Orientales, le Gard et l'Hérault, c'est quasiment que des députés d'extrême droite. C'est bleu marine, le coin. Alors qu'il fait super beau, on se dit, putain, c'est bizarre quand même. C'est un endroit super beau et oui, le temps est agréable. On se dit, il n'y a pas de lien en fait. Mais nous, ce qu'on a vécu dans la campagne électorale, c'est quand on est arrivé, en plus moi j'étais parachuté par une décision politique d'en haut en disant voilà, le NPA, vous avez droit à une candidature et ça sera là-bas. Bon, là on savait qu'ils n'avaient pas envie qu'on gagne, qu'il y ait un député du NPA au Parlement, mais bon, ça c'est pas grave. Et donc on est arrivé là-bas. Et on a découvert de certaine manière une région, parce que moi je suis bordelais, donc citadin, et puis on a pas mal de militants du NPA à plutôt vivre dans les villes et moins implantés dans les zones rurales. Mais ce qu'on a découvert, c'est en fait, c'est le truc complètement dingue, c'est qu'en fait, il y a une pauvreté qui est terrible, dans l'Aude, mais comme dans de nombreux départements en France. Et on voit que cette pauvreté, elle s'accompagne en plus d'une désertification des services publics qui accroît la pauvreté, mais pas forcément dans le sens financier, mais dans le sens de sollicitation, de réflexion. Et en fait, il y a un isolement qui est terrible. Et on voit bien comment, en fait, à la fois le fatalisme, la perdition, la confusion, la perte de conscience politique, tout ça, ça conduit vers une extrême droite qui peut influencer des cerveaux qui sont plus trop en capacité de réfléchir et qui sont dans des situations de vie quotidienne terribles. Et donc on a vu là l'importance qu'il y aurait à ce que la gauche reprenne le terrain, mais la gauche au bon sens du terme. Je dis pas qu'il faut que Valls aille là-bas, ça servira strictement à rien, quoi. Ou Cazeneuve ou d'autres. Il faut qu'il y ait des équipes militantes qui se réorganisent, qui se réimplantent, qui discutent, et on pourrait changer les choses comme ça. Donc ça fait le lien aussi entre le désespoir et retrouver de l'espoir et de la confiance en soi, et donc aussi cette idée d'un outil politique qui est tout simplement notre capacité à nous réorganiser et à reprendre le terrain, à être là, à défendre nos idées, à défendre notre dignité, l'idée qu'on doit vivre normalement et qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait des ultra-riches d'un côté et puis des gens qui crèvent la dalle de l'autre côté. Et voilà. Et puis en même temps, il n'y a pas que la question sociale, aussi la question antiraciste, anticoloniale et tout ça. Voilà. Et il y a besoin de faire exister ça, mais sous quelle forme exactement mais on va y arriver. Merci.
je peux préciser juste en 10 secondes. Non, je ne peux pas faire en 10 secondes. Non, je pense que, pour répondre à la question peut-être encore de manière plus concrète, c'est on constate tout simplement qu'on a effectivement beaucoup de points communs avec le NPA, que la question de l'écologie, de l'écosocialisme, de l'écologie radicale, aujourd'hui, elle a infusé au NPA. On en discutait tout à l'heure, il y a même un groupe de réflexion sur l'antispécisme au sein du NPA. Et je pense que nos deux organisations doivent vraiment se poser la question, peut-être, de coopération. Voilà, je reparlais de coopération, j'y reviens. Il faut qu'on discute, parce que moi, je fais partie à la rêve où on pense que les élections, par exemple, il faut y participer. On pense que c'est bien d'avoir des élus. Il y a des organisations qui participent à des élections, mais qui ne veulent pas avoir d'élus, qui pensent que ça ne sert pas à grand-chose, etc. Il y en a qui ne participent pas à des élections. Voilà, nous, on croit que la manière de changer la société, elle est protéiforme. Les moyens d'action sont multiples. On pense que ça peut passer effectivement par un mandat, mais ça passe également par de l'associatif, par du militantisme associatif, par une manifestation, ça passe par l'écriture d'un livre, ou par la lecture d'un livre si on se place de l'autre côté. Enfin voilà. Mais en tout cas, la question de l'élection, elle est importante, et c'est là que peut-être, notamment, pas que, mais il peut y avoir des réflexions entre le NPA et la REV sur des manières de coopérer sur des objectifs ponctuels, précis, mais qui permettent aux idées qu'on défend, tout à coup, d'avoir la puissance d'un mandat. Merci beaucoup. Juste pour préciser que on participe aux élections, mais on ne fait pas exprès de perdre. Oui, C'est pas parce qu'on se prend des raclées à chaque fois qu'on aimerait bien aussi avoir des élus. Et, à part président peut-être, qui ne nous intéressait pas vraiment. Mais sinon, on est d'accord avec cette idée que c'est important aussi d'avoir des élus. Pour en faire quoi? Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, on est pour. Mais si on perd, c'est qu'on n'est pas assez bon, quoi, en fait. Merci beaucoup à nos intervenants. Merci aux questions. Désolée pour les personnes qui n'ont pas pu poser, mais on a d'autres conférences qui sont très en retard maintenant. Et donc, vous pourrez poursuivre évidemment après. Puis, de toute façon, on est là tout le week-end, donc n'hésitez pas. Bon, pas Philippe, mais en tout cas, Aymeric a une bonne partie, je pense. Et j'en profite, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas passées par l'accueil, apparemment, on me dit. Donc, si vous n'y êtes pas passé, c'est important que vous y alliez. Il y a un petit coup de tampon à mettre sur la main. Et il y a une personne qui s'appelle Nicolas Ladelfa aussi, qui est attendu à l'accueil. Merci beaucoup et prochaine conférence sur le nucléaire.